La 7, Arte présente une production Les Films Pénélope en coproduction avec La 7 Arte et la Maison de la Danse de Lyon. Grand écart. À propos de la danse contemporaine française. Un film de Charles Pic, produit par Leslie F. Grimbert. Un homme nu porte sur son dos une femme nue elle aussi. Elle glisse doucement, s'arc-boute autour des hanches de l'homme qui l'a saisie et la fait basculer vers l'avant, tête la première. Les jambes de la femme s'arriment autour du cou de l'homme qui se met à tourner. La femme est emportée par la force centrifuge, son corps tendu fend l'air comme une lame. Eden, Maggie Marin, 1986. Petit à petit, elle se rassemble. Sa tête glisse le long du ventre de l'homme, de son sexe, et se cale entre ses jambes. Elle se recroqueville sur sa hanche. Il se baisse, la fait passer sur son dos, repasser sur la hanche, le ventre, retourner sur le dos et revenir sur le ventre. Il passe les bras sous elle en panier et la soulève horizontale comme une bûche. Il la redresse et une main posée sur son sein, il lui offre l'appui de ses cuisses solides. La femme s'y érige en éternel proue à l'aplomb du sol d'où émane le bleu des eaux originelles. Assurée par la prise des mains de l'homme sur ses hanches, elle se penche et ondule. Elle se redresse. Il la charge sur son épaule, elle s'enroule autour de lui. Françoise Dupuis, danseuse et chorégraphe. Pourquoi il y a des danseurs qui laissent une trace dans l'espace et d'autres qui n'en laissent pas? On voit danser, il y en a, on voit, on a l'impression que le mouvement est encore là. Il y en a d'autres, il n'y a plus rien. Comment l'espace s'organise entre les gens? Mathilde Monnier. Comment l'espace existe ou n'existe pas? Comment il y a la place pour le geste de quelqu'un d'autre? Comment au contraire il n'y a pas d'espace? Maggie Marin. Qu'est-ce que ça veut dire lever un bras? Enfin, il y a 1000 façons de le lever. C'est laquelle, celle-là? Laurence Loup, historienne. On ne sait pas ce que peut le corps, mais le corps peut beaucoup. Et en tous les cas, le corps, il pose des questions. Et c'est à partir de là que, justement, la danse travaille. Des martèlements soulèvent de la poussière blanche. Deux groupes d'hommes et de femmes, visages grimés de blanc, corps contraints dans un vêtement amidonné, nous font face. Les mains douloureusement fermées sur le ventre, ils plient les jambes et penchent vers l'avant. Les uns derrière les autres, ils entament une marche saccadée, ponctuée d'une bascule obscène du bassin. Le groupe se rassemble dans un coin, descend vers nous en agitant les bras et frappant le sol, pied à plat. Arrêt. Chacun se donne un coup dans le ventre qui se contracte. Les têtes basculent vers l'arrière. La tension dans le cou fond. Retour à la verticalité, le groupe repart. Maybe, Maggie Marin, 1981. Nouveau coup dans le ventre, les têtes partent en arrière. La tension du cou fond, les épaules descendent, les jambes plient sous le poids du corps qui coule. En coulisses, les danseurs et la chorégraphe s'appliquent des nez postiches, de l'argile sur les membres et le visage. C'est flippant, non? Vous trouvez pas? Moi, ça me fait flipper. La télé a sauté. Le nez, le verre, je commence à m'étouffer. Quoi? C'est un nez qui était là. Comme ça, de profil. Ouais, mais voilà. Du maquillage noir accentue les traits du visage. Saint-Jacques, en train d'attendre Beckett. Face au miroir, chacun se concentre. Et en fait, j'ai vu arriver un monsieur très grand, très élégant, très beau. Il est vraiment très beau, quoi. Certains portent des coiffes, d'autres ont les cheveux blanchis d'argile. C'est quoi le plat qui est à côté là? C'était un plat de micro-ondes ou de créteil qui va servir de plat. Ce que je cherche, c'est Maggie Marin, la chorégraphe. de la matière d'abord. Je dirais tout simplement, quoi. De la matière qui a peut-être une fonction d'émotion aussi. Tout simplement. Comme tu peux dire d'une écorce d'arbre ou d'une pièce de marbre, qu'elle dégage une émotion. Donc le corps humain, dans toutes ses formes, et dans tous ses handicaps et dans toutes ses beautés, c'est des matières qui dégagent une émotion. Je le vois comme ça, quoi. Sur le plateau recouvert de poussière blanche, les danseurs relèvent la tête. Serrés les uns contre les autres, ils entament un déplacement en essaim. Les pieds brossent le sol de gauche et de droite, se rassemblent pour initier un tour. Chacun agrippe les épaules de son voisin.
Le groupe se déplace de manière latérale, une claudication accentue la marche. Le groupe se désolidarise. Petit twist des pieds, tour, martèlement. Tous les visages se tournent vers nous. Le groupe apeuré se rassemble et recule. Tous se cachent derrière une seule. Des têtes curieuses jaillissent derrière elles comme le démon d'une boîte. Dans un studio de danse, la chorégraphe et les danseurs de la compagnie s'échauffent à la barre. Les pieds nus sur demi-pointe épousent le parquet avec sensualité. Ça m'a pris du temps avant que je réhabilite la technique classique, mais j'ai fini par le faire quand même, hein. Heureusement. Et là, le deuxième, on tout prend le frisson. D'accord? D'accord. Tout le fonctionnement de la danse dite classique, quoi, même si, mon Dieu, Dieu sait si je l'aime aussi, mais il y a tout un état d'esprit qui est terrible, 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 terrible. Vraiment terrible. Très, très... Pas le droit à la parole, enfin, pas le droit à l'individu, toujours l'histoire du meilleur, de la compétition, de la plus belle, du plus beau. C'est très, très dur, je trouve. Comme école, humainement, c'est très dur. Alors quand les gens ont toutes les capacités, sont beaux, ont de la technique, ça va, c'est merveilleux parce qu'ils ont toute une cour autour d'eux, tout le monde est comme ça en train de se dire que oui. Mais pour ceux qui manquent de quelque chose, ça peut être un échec humain redoutable, alors que ça peut être aussi des magnifiques danseurs, quoi. C'est ça qui fait mal, c'est que on peut casser des gens. Moi, j'ai vu des gens qui, de 16-17 ans, cassés par le prof, par une espèce d'idiot qui apprend la danse, qui a des critères esthétiques dans la tête, qui dit celui-là il réussira, celui-là il réussira pas. Et quand tu as 15 ou 16 ans et que tu entends ça, tu t'en prends plein la gueule et tu arrêtes de danser, peut-être tu fous ta vie en l'air. Enfin, et c'est dur, quoi, d'entendre des choses. Je trouve que les enseignants, ils ont une responsabilité vraiment. Plus je vieillis, plus je pense que vraiment l'enseignement de la danse est une catastrophe. Je trouve, vraiment. Parce que on ne construit pas des gens, quoi. On ne se rend pas compte que pour qu'un danseur soit bon, il faut d'abord qu'il soit bien comme personne. Il faut qu'il se comprenne, quoi. Les pieds brossent le sol avec vigueur. Dans le groupe, Maggie Marin se tourne vers les autres et se met à chanter. Tous la regardent. Les bouches s'ouvrent sur un rictus édenté. La chanteuse regarde les siens avec incompréhension. Elle se détourne, froisse d'une main un pan de sa blouse blanche et de l'autre se cache la bouche. Derrière elle, tous se redressent lentement. Le groupe de nouveau fait corps. 3 coups de tête sont lancés vers l'avant comme des aboiements. Le buste trace une spirale vers l'arrière, revient dans l'axe. Les têtes lâchent une autre série d'aboiements. Le mouvement se répète, les jambes parallèles, les pieds ancrent les corps. Les regards suivent un point mobile qui, à la manière d'une mouche, passe devant les nez grotesques, voyage au-dessus des têtes. Chacun se frotte les mains. Le groupe se disperse. Une femme se tord de rire. Des poings fermés sont brandis. Dominique Dupuis et Jean-Paul Montanari. Il y a eu un changement entre les corps de ce qu'on appelle la belle danse, c'est-à-dire d'une danse quand même disciplinée, d'une danse civilisée d'une certaine façon, d'une danse joliment faite et qui fait de jolis corps à quelque chose de complètement différent. Il y a rupture entre ces deux choses qui utilisent le corps, ces deux arts qui utilisent le corps, mais il y a définitivement rupture entre les deux. Et c'est même sur cette question de la rupture que s'est créée cette nouvelle génération de chorégraphes et de danseurs. Autant il pouvait y avoir des modèles dans cette danse, dans cette belle danse, autant après, on a pu voir des corps très, très divers, très baroques, très bariolés, moins disciplinés.
Un homme brun vigoureux, vêtu d'un long manteau noir, jette une poignée de poussière blanche en direction d'une femme qui lui tourne le dos. Elle est blonde, gracile, porte aussi un manteau noir sur une robe de tulle. Elle se retourne. Il tourne sur lui-même 2 fois et la rejoint. Elle saute dans ses bras. Une main passée autour des épaules de l'homme, elle abandonne sa tête vers l'arrière tandis qu'ils tournent ensemble de plus en plus vite. Welcome to Paradise, Bouvier-Obadia, 1989. Il la dépose sur le sol. Chacun continue de tourner dans des directions opposées puis s'immobilise. Ils ouvrent largement les bras, échangent un regard et se croisent en tournant sur 2 lignes parallèles. Ils s'agenouillent et referment frileusement le col de leur manteau. La femme se lève et s'éloigne en tournant vers le fond de scène. L'homme se lève et s'approche. Elle saute dans ses bras. Une main passée autour de ses épaules, elle abandonne la tête tandis qu'ils tournent ensemble de plus en plus vite. Leur manteau s'ouvre en corolle, ils forment une étrange fleur à 2 pistils. Les pieds rapides de l'homme impriment un cercle obstiné dans la poussière blanche qui recouvre le plateau nu. La vitesse plaque peu à peu le corps de la femme contre celui de l'homme. Les tours perdent en vitesse, l'homme s'arrête. Le couple demeure enlacé. La femme s'écarte. Ils partent chacun dans une direction. L'homme s'agenouille. Il tend les bras vers le ciel, se relève et traverse en enchaînant des tours larges qui emportent l'espace à sa suite. Elle traverse de la même manière en sens inverse. Elle tombe et roule. Elle s'assoit et tend les bras vers lui. Il la rejoint, une fleur blanche à la main. Il lui saisit les poignets, la tire vers lui. D'un bond, elle s'accroche à son cou. L'homme tourne, les bras levés comme pour s'échapper, un air d'impuissance sur le visage. Il l'abandonne sur le sol, s'agenouille à distance. Elle tend de nouveau les bras vers lui. Il revient, il la saisit par les poignets. De nouveau, elle s'agrippe. Il se remet à tourner, la femme accrochée à son cou. Il la dépose sur le sol, s'assoit à côté. Les bras tendus devant eux, il pivote sur les fesses d'un quart de tour vers nous. D'un même élan, il se relève, en repliant les bras vers soi. Ils repartent chacun de leur côté. La femme s'immobilise devant une paire d'escarpins dorés et resserre le col de son manteau. L'homme traverse l'espace derrière elle à genoux, une jambe tendue en fente devant lui. Ses bras s'allongent avec une tension de supplication. Il ramasse sur le sol une autre branche de fleurs blanches et se relève. Il s'approche d'un pas d'abord hésitant, puis il court. Elle le serre contre elle. Ils fondent vers le sol, serrés l'un contre l'autre. Il lui offre les fleurs. Elle se glisse entre ses jambes et s'adosse à lui. Il recule en s'appuyant sur les mains, les faisant reculer tous les deux. Les escarpins, un à un, se détachent des pieds menus de la femme qui ferme les yeux, le visage enfoui dans les fleurs. La femme s'immobilise. Elle se tourne vers l'homme qui continue de reculer. Ils échangent un regard. L'homme s'allonge sur le sol, sur le dos, les yeux fermés. La femme se lève et dépose des fleurs tout autour de lui. Joëlle Bouvier. Je n'ai pas eu de maître, parfois je le regrette parce que je ne sais pas comment ça fonctionne dans une autre compagnie. Je ne sais pas comment ils font les autres chorégraphes pour travailler, j'ai aucune idée. J'ai jamais été l'instrument de la création d'un autre. Et en même temps, c'est aussi ma force, c'est-à-dire que je n'ai jamais dû me sortir de la présence puissante d'un créateur. J'ai pas vécu, moi, ma jeunesse dans le milieu des arts, tu vois, forcément. Et j'ai tout découvert au même moment. Que ce soit la peinture, tout, le cinéma, tout au même moment. Donc ça a été comme un bing-bang émotionnel. Régis Obadia. Voilà. Tout ça, c'était une sorte de grande effervescence. Et là-dedans est né notre travail. Notre travail, notre relation a tout de suite engendré un travail de création. Plus jeunes, ils sont assis côte à côte sur une scène et se déplacent vers l'avant en faisant rouler hanches et fesses. Je pense qu'on parlait de notre relation amoureuse. Les Noces d'Argile, 1981. Et on la vivait transcendée, on la vivait sublimée. Les yeux dans les yeux, ils continuent d'avancer sur les fesses. Elle bascule la tête vers les genoux, il se courbe au-dessus d'elle. Il s'allonge sur le flanc, se relève en équilibre sur la tranche de leurs pieds. Elle tombe, il reste debout, les genoux entrechoqués vers l'intérieur. Elle se relève d'un bond, reste en équilibre sur le dessus de ses pieds. Il l'accueille comme une fleur, la garde dans l'arrondi de ses bras et de ses épaules,
Elle se dégage et fait quelques pas. Il lui emboîte le pas. Côte à côte dans leur costume couleur d'argile, ils frappent le sol du pied droit. Ils ramènent une main en cuillère devant le buste, énergiquement. Ils jettent la main loin derrière eux. À l'époque, on travaillait sur la conscience intérieure, je dirais. L'image, on n'en avait pas vraiment l'idée. On était beaucoup plus comme ça sur... c'est comme si on naissait. Je dois emmagasiner beaucoup de choses, j'imagine, des informations inconscientes, hein, de la vie, de ma vie, des gens autour de moi, de la souffrance du monde, du plaisir que j'ai avec les gens, je sais pas, toutes sortes de choses. Et puis, au moment où je me mets à travailler, je crois que ça sort et ça me transcende, ça me met dans un état... Elle roule de tout son long sur une scène couverte de terre. Avant, quand j'étais jeune, ça me mettait dans un état second où j'avais aucune notion de ce que je faisais. Maintenant, je peux beaucoup plus prendre de la distance et aller et venir d'un état à un autre. Une femme chaque nuit voyage en grand secret, 1991. 3 femmes et 3 hommes croisent des trajectoires violentes sur le plateau couvert de terre noire. Les femmes portent les cheveux longs et des robes noires, les hommes des chemises blanches et des pantalons noirs. Les hommes, positionnés en triangle, enferment les femmes qui forment une ligne tranchante dans l'espace dessiné. Les corps s'élancent et retombent sur le sol. Des glissades, des chutes et des suspensions se succèdent. Quand on dit trans, moi j'entends pas comme trans, comme dans la danse africaine ou ces choses-là. À ce moment-là, je pense qu'effectivement, il y a une manière de partir et puis tu n'es plus dans la réalité tout en y restant et c'est bien parce que tu voyages et c'est très agréable comme sensation. Je pense que c'est vrai que c'est comme une drogue. J'adore ça. J'adore ça non pas seulement pour la sensation mais pour ce que je trouve dedans. Je trouve à raconter des choses humaines que j'adore. Régis Obadia travaille dans un studio. Des petites boules blanches ouvrent des étoiles sur le tapis de danse noire. Et c'est une autre chose quand tu es, toi, investi physiquement dedans et quand tu fais travailler les autres. C'est aussi un autre point de vue. Une danseuse blonde marque des pas. Et ça, j'aime bien pouvoir faire les deux. Elle prend des notes. On est là tous les deux avec Joël et chaque mouvement, chaque image, chaque action, elle est sortie de toi comme ça. Avec les danseurs, tu essaies de les amener à ça. Et ils te renvoient des choses. Donc quelque part... peut-être c'est plus facile. Toi, tu as continué à danser. L'échelle, après les filles elles font l'échelle. Nous, on reverra l'histoire de la peinture avec Laurence et Rafa. Et puis voilà. D'accord. Bon. J'ai une question pour la fédération. Un danseur torse nu déchire l'espace devant lui avec ses bras. La danseuse blonde s'élance en grand jeté avec lui. Elle est seins nus en culotte blanche, ses longs cheveux fouettent l'air tandis qu'elle jette la tête en avant, se jette sur le sol en même temps que l'homme. Ils roulent tous les deux. Un danseur en jupe longue, juché sur une échelle et une femme en sous-vêtements les regardent sur les bords du plateau. La danseuse se relève, jette la tête en avant, s'élance en grand jeté, se laisse tomber sur les genoux. Elle se relève et marche sur ses orteils retournés et écrasés sur le sol. Elle lance les bras et la tête vers l'avant et chute. Elle roule. Elle s'arrête sur le dos. Le danseur torse nu s'approche avec l'échelle qu'elle immobilise en posant ses pieds sur 2 barreaux. Le danseur grimpe de l'autre côté. Tu pars sur un état de travail, sur une improvisation, et tout d'un coup, quand tu touches un peu l'état juste, et les danseurs rentrent dans cette émotion, et ça dure, et ça dure, et sur le temps, tout d'un coup, il y a des choses qui naissent. Mais cet état, il est très rare. C'est comme ce qu'on peut appeler l'état de grâce, c'est-à-dire c'est quand tout d'un coup tu es là, et en connexion totale avec ton corps, l'esprit, le sol, le divin. Et moi, c'est des moments que j'adore, et c'est pour ça que je fais la création. C'est pour ces moments-là. Et le moment quand on a créé La Neige avec Clarence et Raphaël, Clarence était là, et c'était une journée catastrophique, il s'était rien passé, j'étais désespéré. Clarence a commencé à bouger comme ça, j'ai mis cette musique. Dans le studio de répétition, il regarde une danseuse en robe rouge. C'est bien quand tu prends des temps, c'est pas gênant, vas-y. Elle tourne avec vigueur. Un danseur torse nu en chapka la pourchasse en agitant une plaque qui fait volter les boules de polystyrène parsemant le sol. Très bien, c'est très bien quand tu fais le vent très fort et qu'elle fait cette phase-là. D'accord ?
je travaille pas sur la forme. La danse, c'est des formes, mais pour moi, c'est aussi une énergie. Et qu'est-ce que cette énergie? Donc cette énergie prend une forme, mais qu'est-ce que cette énergie dégage comme émotion? Et on est rentré dans cet état qui me touche, qui m'émeut. Le danseur émiette du polystyrène au-dessus de la danseuse couchée sur le sol. Le temps se suspend. Il neige sur une femme en robe rouge. Elle se relève, pointe vers le ciel un coude fléchi, puis l'autre. Son buste se creuse, sa tête est emportée vers l'avant. Elle ouvre violemment un bras qui l'emporte dans un tour. L'homme l'encercle dans une tempête de neige. Elle bascule, coude fléchi et se recroqueville à ses pieds. C'est pas toi qui vas danser sur lui, hein. Hein, Clarence? Voilà. C'est pas toi qui vas danser sur lui. Et celui que tu faisais qui... Elle prend de l'ampleur dans le tour, roule sur le sol. Voilà. Le danseur brasse la neige de plus en plus fort. Elle s'assoit, regarde tout autour d'elle. Elle se lève, se hisse sur demi-pointe. Ses coudes l'emportent vers l'avant, elle s'ouvre en tournant. Et des fois, c'est beau aussi quand tu fais le vent loin, tu sais d'elle. Tu peux être sur elle et tu peux être loin d'elle. La femme est arrêtée, recroquevillée, la tête posée sur le sol, une jambe enfante sur le côté. Elle se rassemble et se relève. Elle recule comme aspirée vers l'arrière. Deux hommes se disputent autour d'une table recouverte de citrons en haut d'une falaise qui surplombe la mer. Un petit bisou. Mamam, Jean-Claude Galota, 1985. Un groupe foutraque s'ébat aux alentours de la table. Une femme, juchée sur les épaules d'un homme, ploie sous le vent. Les querelleurs s'aplatissent sur la table sans toucher les citrons. Deux s'en vont. L'un prend l'autre à bras-le-corps et le déplace. Une femme reste, une jambe sur la table. Elle saisit son mollet, soulève sa jambe, penche sur le côté et remonte comme un balancier. Un homme en face agit en miroir. Elle frappe dans ses mains. Un couple se court après autour de la table. La femme remet sa jambe sur la table. Son miroir l'imite, il se saisit le mollet, sa jambe tendue l'entraîne sur le côté, il revient en balancier. Son voisin le chasse de la table. Laurence Loup, historienne et critique. Très vite, il s'est avéré que des chorégraphes de renom en danse ont fréquenté les écoles d'art ou en sont sortis. Par exemple, comme Galota ou Dominique Bagoué qui a fréquenté l'école des Beaux-Arts d'Angoulême. Et donc, je pense que déjà, au départ, il y a une espèce de communauté de création qui aujourd'hui encore me semble assez mystérieuse, mais il est certain qu'il y a beaucoup de choses à chercher de ce côté-là pour comprendre l'identité de ce moment dans la danse. Un ponton enneigé s'avance sur les eaux du lac d'Annecy. Sur les berges se dresse le théâtre de Bonlieu, scène nationale. À l'intérieur, Jean-Claude Galota travaille avec ses danseurs dans la lumière bleutée d'un plateau. Grand, les cheveux en bataille, l'allure bonhomme, il marque le tempo en tapant dans ses mains. Les danseurs marchent en file. Ils lancent la jambe vers l'avant à chaque pas et frappent aussi dans leurs mains. La marche se transforme en grand jeté tout autour du plateau. Donc si on fait l'historique rapide, donc moi j'étais étudiant dans une école d'art à Grenoble et les seules choses que je connaissais c'était surtout par les arts plastiques, c'est-à-dire je connaissais un peu Cunningham, Cage, parce que justement ils étaient en marge de la danse peut-être et que c'était par Rauschenberg, c'était par Andy Warhol que je les connaissais. Mais j'avais jamais rien vu, c'était par des photos, des noms qui circulaient. Ah oui. J'étais juste à la frontière de la fin des années 70 et en même temps, j'apprenais un peu tout ce qui avait été la performance en fait. Toutes les performances américaines, mais héritées aussi d'Antonin Artaud, parce que John Cage dit qu'il avait pris le théâtre total d'Antonin Artaud, c'est-à-dire à plusieurs facettes. On dit que c'est un espace américain, mais en fait, c'est un espace d'abord européen. Et toute cette expérience sur le corps, en fait, la Judson Church, tout ça, on apprenait ça, en fait, aux Beaux-Arts. Toutes ces performances-là nous nourrissaient, même si on n'était pas partie prenante de la danse. Les danseurs se rejoignent et forment une ligne. Ils repartent un par un dans une énergie joyeuse en lançant à chaque pas la jambe devant eux. Le chorégraphe accompagne les danseurs en improvisant au micro.
Le sourire aux lèvres, les interprètes se croisent. Leur course est ponctuée d'un petit saut jubilatoire synchrone. Les danseurs roulent sur le sol. Ce côté de liberté, de fougue, très spontanéiste qui a existé au début des années 80, elle s'est beaucoup fondée sur la réunion d'amis qui se sont rassemblés pour faire quelque chose. Et d'ailleurs, au départ, c'était pas forcément dans des compagnies. Un couple s'enlace et sautille. Ces agrégats momentanés, qui se dissolvaient d'ailleurs, ont quand même trouvé des figures permanentes, par exemple, effectivement, avec le groupe Émile Dubois. C'est un hommage à Marcel Duchamp, hein, donc Marcel-Émile Duchamp-Dubois. Le groupe Émile Dubois, qui est un groupe de fiction, et d'ailleurs qui a lui-même raconté sa propre fiction, et qui, à travers sa fiction, a donné plusieurs images de lui-même, une image plutôt tribale, une image très liée à la horde. Et j'aime bien cette idée de la horde parce que ça me fait penser à Totem et Tabou de Freud, à savoir les fils qui renient le nom du père, ce qui s'est passé également en danse, et donc qui vont fonder des sociétés orphelines et qui peut-être ne reconstruiront que plus fortement quelque chose qui ressemblera à la loi. Entre deux rangées de bars classiques, des danseurs vêtus à l'antique courent. Une femme saute dans les bras d'un homme. Deux autres lui écartent les jambes, un quatrième plaque la tête contre son ventre, les jambes refermées l'enserrent. Les jambes sont ouvertes, le captif est libéré, il revient aussitôt. Les aventures d'Yvan Affan, 1984. Le groupe entier s'enfuit vers le fond de scène. C'était vraiment, je crois, une expérience sociale avant tout. C'est comment jouer avec des amis, avec une société. J'allais pas dire contre une société, c'était avec une société, même si on l'a provoqué un peu, puisqu'on faisait des performances comme ça, rapides, mais c'était toujours ludique, il y avait toujours comme ça un sentiment de jeu, de créativité, de liberté. Et petit à petit, ça s'est structuré dans des récits. C'est-à-dire qu'en fait, les gens voyaient des choses d'1h30, ils avaient l'impression d'assister comme ça à un monde. Et même au début, quand on n'était pas structuré en compagnie, il y avait beaucoup de monde. En fait, moi, j'ai fait des spectacles incroyables avec 40 personnes, parce que c'était toutes des individualités qui avaient envie de s'exprimer, des amateurs, comme on dit. Hein, Alors, il y avait des gens de tous bords, des gens âgés qui avaient envie de faire des choses, il y avait des jeunes, il y avait des gens qui voulaient faire du théâtre. Et en fait, j'organisais tout ça où je mélangeais un peu l'aspect social et puis raconter d'autres façons de voir des histoires. Deux danseurs, un grand et un petit, sautent main dans la main tout autour du plateau. Le plus petit s'arrête et tourne sur lui-même. Son partenaire l'attrape et le plaque de dos contre lui. Le petit rejette spasmodiquement une jambe vers l'arrière. Imaginons qu'on raconte une histoire et que petit à petit on enlève ce qui a été raconté. Donc là aussi, il reste une vibration, une trace. Et moi, je me sers de ça, en fait. Donc, pour le spectateur, il reconnaît l'odeur de quelque chose qui lui rappelle la coque d'une histoire. Et pourtant, on ne raconte rien de narratif de manière classique. Il suit les danseurs qui avancent. Le grand rattrape le petit et le percute d'une bascule du bassin vers l'avant. Ce sont tous des enfants de la nouvelle vague. Et l'idée d'auteur, c'est-à-dire de quelqu'un qui va contre les systèmes de production pour imposer la vision singulière d'un monde, c'était la définition d'André Bazin de l'auteur. Eh bien, c'est quelque chose qu'ils vont reprendre et qu'ils vont remettre en jeu, en quelque sorte, à travers des conduites chorégraphiques. Ah oui, il y a une chose que je me souviens de ma maman, pour dire de faire un peu théorique, hein, puisqu'on ne l'a pas été, c'était libérer la danse de la chorégraphie. Voilà. Oh putain, c'était... Je me souviens que c'était un thème qu'on s'était donné. Sur le plateau, les interprètes sont en costume, short beige, t-shirt moulant bleu ciel, chaussettes sur chaussures de danse montantes. Ils sont répartis dans tout l'espace et croisent des marches à cloche-pied jubilatoires. Mamam, Jean-Claude Galota, 1998. Ils se regroupent en ligne face à nous. Ils sautillent sur place en agitant les bras devant eux, en secouant la tête. Ils se déplacent d'un seul élan comme des oiseaux en vol, s'arrêtent de nouveau face à nous. Les têtes basculent vers l'avant, un bras se tend à l'horizontale sur le côté.
monte à la verticale sur le dessus de la tête qui se redresse. Les deux bras se replient vers le buste et s'ouvrent en explosion vers l'avant. Hommes et femmes se répartissent en deux groupes, courent l'un vers l'autre et s'entrecroisent. Des cris ponctuent le mouvement collectif sous-tendu par une énergie compacte. Une femme se couche sur le dos, les genoux pliés, les jambes à 45 degrés. Un homme pose l'oreille sur ses pieds comme pour l'écouter. Il lui prend le bras et l'aide à se relever. Elle saute joyeusement. Ils partent tous les deux en petite foulée et rejoignent les autres qui sautillent d'un pied sur l'autre en agitant les bras. Un couple est isolé. L'homme est debout derrière la femme, penché vers l'avant. Il la tient par les hanches. Il monte une jambe vers l'arrière en arabesque, la ramène voluptueusement sur le côté tandis que la femme s'étire en dos plat. Ils fondent sur le sol, enlacés. Plus loin, un homme court sur place au-dessus d'une femme couchée sur le dos. Il s'arrête et entame un martèlement frénétique du menton tout en la regardant. Le groupe repart dans une course ponctuée d'un grand jeté à chaque accent musical. Les interprètes se placent en colonne les uns derrière les autres. Un couple s'avance. La femme lance une jambe sur le côté. L'homme sautille derrière elle, ils partent ensemble. Un autre couple s'avance. La femme, sourire aux lèvres, twiste. Au-dessus de sa tête, l'homme forme un toit avec ses bras. Un troisième couple s'avance. La femme, radieuse, roule une épaule vers l'avant. Son coude opposé l'entraîne sur le côté. L'homme la suit. Un quatrième couple se place face à nous, sautille d'un pied sur l'autre en articulant le bassin, lâche des fulgurances de bras. Les couples se dispersent sur le plateau. La bouche d'un homme est figée sur un cri muet. Les cheveux courts, les yeux soulignés de maquillage, il porte une blouse blanche qui évoque la camisole, un pantalon blanc et des surchaussures blanches. F. Stein, Dominique Bagouet, 1983. L'homme reprend vie, fait de grands bonds entre de grandes formes molles de plastique et de plâtre. Un guitariste l'accompagne sur scène. Une femme marche sur demi-pointe derrière une autre femme qu'elle tient par la taille. Désert d'amour, Dominique Bagouet, 1984. La femme qui guide fait volte-face, contourne sa partenaire et la saisit par la taille. Les deux femmes se regardent, abandonnent chacune leur poids en se tenant par le bras. La femme qui guide le duo revient dans l'axe et entraîne l'autre à tourner autour d'elle. Elles s'enlacent, les bras et les jambes mêlés dans une qualité de relation d'une remarquable intimité. L'une d'elles dégage doucement une jambe, puis un bras, le poids abandonné dans les bras de l'autre femme qui la fait pivoter face à nous. Soutenue par le buste, les pieds serrés l'un contre l'autre et la tête baissée, elle abandonne son poids en plié. Elle revient à la verticale et trace un demi-cercle à tout petits pas autour de sa partenaire qui tend la jambe vers l'arrière, effleure le sol avec la main, se ramasse et tourne. Les deux femmes se font face. Dans certains lieux, je pense en particulier à la compagnie de Dominique Bagouet, la formation même de la compagnie porte déjà le sceau de l'écriture, à savoir que les individus eux-mêmes, leurs qualités, leurs états, leur personnalité, le climat et les affects dont ils sont porteurs sont déjà comme un embryon de langage. Il y a une espèce de pré-chorégraphie qui habite chaque corps, et chaque corps en est en quelque sorte à la fois l'instrument, le véhicule, la source et aussi le résonateur. Le Saut de l'Ange, Dominique Bagouet, 1987. Dans une lumière dorée d'éclairage public, une danseuse de flamenco traverse la place d'un village en compagnie de deux hommes en habit de matelot. Son partenaire, en chemise à jabot et pantalon à taille haute, les suit un peu en périphérie. Une fantomette, tout en noir, fait des allers-retours silencieux sur un trottoir au fond. Le danseur de flamenco recule avec un port de tête qui en impose. Fantomette limite. Il agite les doigts d'une main au-dessus de sa tête. Il se tapote le bout du nez. Il pivote et s'en va d'un pas déterminé avec un mouvement de tissage ténu du bout des doigts. Dans ces cas-là, il se passe quelque chose de très très subtil qui fait que l'écriture voyage entre différents lieux. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'une source unique, mais c'est plutôt comme une résonance qui circule à travers plusieurs parois d'écho et qui se construit petit à petit dans une relation entre les corps, entre les êtres. Cette place est vraiment plate. La danseuse de flamenco et les matelots traversent en piétinant et faisant nom du doigt. On voit l'ombre de l'église et des maisons se profiler sur la place. Les danseurs de flamenco reculent à leur suite, un bras éthéré levé vers la nuit. Sur le mur, il y a des lettres peintes en rouge. Le groupe s'arrête mais continue de faire nom. Et derrière, deux tours, très effilées. Le danseur de flamenco scrute l'obscurité à la recherche des tours. À chaque étage, il y a un toit, aux extrémités pointues.
relevés en corne. Il caresse le visage d'un matelot qui cesse de faire non. On ne peut pas compter tous les étages. Il fait de même avec le deuxième matelot, puis caresse les cheveux de la danseuse qui s'immobilise à son tour. Il s'écarte et pose son front fatigué sur son bras. À l'affiche du théâtre de Montpellier, une photo de danseur en plein saut annonce Compagnie Bagouet, centre chorégraphique régional de Montpellier. Pardon monsieur, vous savez où se trouve la direction de la Compagnie Bagouet, s'il vous plaît? C'est par là monsieur, merci beaucoup. Un homme, un dossier à la main, longe les couloirs majestueux du théâtre. Il frappe à une porte où une étiquette annonce Compagnie Bagouet, direction. Pardon monsieur, je cherche le directeur. Je suis directeur. Vous n'êtes pas le directeur du théâtre? Ah non, je suis pas le directeur du théâtre. Le directeur du théâtre, c'est Philippe Delabarre, avec qui je collabore, mais qui a accueilli la compagnie. Moi, je suis directeur de la Compagnie Bagouet, centre chorégraphique régional de Montpellier. Alors vous êtes Dominique Bagouet? Je suis Dominique Bagouet. Dominique Bagouet danse en plein air. Le visage doux penche sur le côté, entraîne le buste, un pied se soulève. Le danseur se redresse, enchaîne 2 larges pas chassés. Il relâche une main vers le sol, développe une jambe derrière lui en arabesque, balance la jambe vers l'avant, cherche loin avec la pointe du pied entraînant la cambrure, l'abandon de la tête et tout au bout du geste, un pas. Un saut léger ramène l'appui sur la jambe de départ. L'autre monte de nouveau et brasse l'air léger. La pointe de pied va chercher loin, entraîne un déséquilibre vers l'avant. Une poussée sur jambe parallèle porte un saut puissant avec une réception souple. Le danseur s'élance dans une série de tours suspendus et joyeux, pique un pas sur demi-pointe, repart en arrière. Ses jambes s'ouvrent en grand jeté comme un éventail. Il s'arrête, regarde au loin, repart fluide et solaire, abandonne le poids d'une main et se laisse emporter par le déséquilibre. Jean-Claude Montanari, directeur du festival Montpellier Danse, traverse la place du théâtre. Dès la fin de la guerre, la question de décentraliser le théâtre, et particulièrement le théâtre populaire, était une idée qui fonctionnait bien. Et donc très vite, l'État et les villes ont installé des centres dramatiques nationaux un peu partout dans les grandes villes de région. Et la trouée était faite. Donc d'une certaine manière, quand la jeune danse est apparue, quand cette énorme nova a explosé avec sa vingtaine de chorégraphes, tous différents, faisant des propositions artistiques complètement d'affluences différentes et d'intensités différentes, bien que passionnantes les uns et les autres, finalement, l'installation des centres chorégraphiques aura été facilitée par l'expérience du théâtre. Galota. Et justement, ça a donné une idée politique nouvelle de dire, si justement ce qu'on a fait pour d'autres arts, on essaye de l'appliquer à la danse, peut-être que ça peut servir les uns et les autres. Ça peut servir le politique, ça peut servir les artistes, mais ça peut servir aussi le public. Des photos de chantier montrent l'avancée de la construction du centre chorégraphique. La chance de la danse, curieusement, c'est que ça aura été un art moins cher que le théâtre, et que donc plus facile à installer dans des villes plus petites. Je pense à Caen, mais aussi Grenoble, mais comme Montpellier finalement. Donc tous ces centres chorégraphiques qui s'ouvrent les uns derrière les autres à vitesse grand V, soutenus à la fois par l'État, par le ministère de la Culture et par les villes, c'est une suite à la fois de l'histoire du théâtre et aussi de la facilité de la danse à s'installer dans une ville pour finalement en faire un centre artistique important. Dans les ateliers du centre chorégraphique, un régisseur fabrique un élément de décor en écoutant de la musique. Une affichette sur un panneau indique « Compagnie Mathilde Monnier ». Une verrière surplombe le hall du centre chorégraphique. C'est juste que je ne veux pas que... Je veux renforcer que vous changez vos habitudes. Ça permettait d'avoir un territoire, d'avoir une maison, d'avoir un abri, un atelier, exactement comme un artiste peintre, avoir son atelier où on puisse vraiment ne pas avoir d'autres préoccupations que ce qu'on avait à chercher. Un secrétariat est installé sous l'enseigne Centre chorégraphique de Montpellier. Des danseurs passent dans le couloir. Dans une salle vitrée, Mathilde Monnier est en réunion. Chaque chorégraphe qui naissait avec un centre chorégraphique pouvait l'adapter un peu à son histoire, à son image, à sa façon de voir la danse. Dans le hall, une signalétique indique les directions des différents studios, Dominique Bagouet, Hideyuki Yano, Valeska Gert. Dans un des studios, un petit groupe de danseurs et de danseuses est ensemble sur le sol, dans la proximité et l'enchevêtrement des corps. Des mains soutiennent la tête, la nuque, les épaules d'un jeune homme qui s'élève au-dessus des autres, porté par eux. Un danseur debout soutient ses jambes qui trouvent une accroche autour de son cou. Le contact est sensible et attentif. On a été dans l'inconfort, dans le nomadisme, dans la pauvreté
pendant des années quand même. Mathilde Monnier, en tenue d'entraînement, pieds nus, suit avec attention la progression de l'improvisation. Quand on a un centre chorégraphique, ce qui se pose, c'est tout de suite le rapport à la ville, le rapport au dehors. Comment on va gérer ce rapport au dehors et non pas ce rapport au dedans seulement qui est la création. Donc c'est ça qui finalement est le plus difficile, c'est ça qui est le plus nouveau, c'est ça qui pose le plus de problèmes. Et le rapport au dehors, c'est quoi? C'est bien sûr le rapport à un public, le rapport à une profession. Donc dans la région, dans la ville, il y a énormément de professionnels. Le rapport à une certaine image que l'on veut donner du centre chorégraphique. Et donc tout cet aller-retour entre le dedans et le dehors qu'on n'avait jamais pu penser avant d'être à cette place-là. C'était pas possible en tant que compagnie indépendante d'imaginer effectivement qu'il y ait plusieurs axes possibles autour du travail de la danse. C'est-à-dire qu'il y a un axe qui est autour de la création, qui est essentiel, mais à l'intérieur de ça, il y a d'autres axes qui peuvent se décliner et qui enrichissent la création. Parce que quand vous prenez le temps, du coup, c'est plus en force. C'est-à-dire que vous trouvez l'axe et puis le point qui fait que... Et puis aussi, les corps ne se touchent pas de la même manière. Les danseurs discutent de l'improvisation avec elle et reprennent. Un couple d'hommes roule sur le sol. L'un bascule par-dessus l'autre qui le retourne et le remet d'aplomb. Ils retombent tous deux, rampent. L'un prend l'autre par le bras et le relève. Ils font quelques pas en se tenant par l'épaule. Une femme se met dans leur passage. Ils se séparent et tombent de part et d'autre d'elle. L'un se relève, il prend la femme par le cou et l'entraîne au sol. Ils roulent tous les deux, se relèvent et partent ensemble. Mathilde Monnier sort de l'hôpital avec une jeune femme en situation de handicap mental. C'est exactement ce que j'avais fait sur le travail de sensibilisation au début. C'est que je suis allée à l'hôpital et les gens me disaient, à l'hôpital psychiatrique, mais pourquoi tu vas là, travail de mission, de sensibilisation. Mais je disais, mais pour moi c'est un travail de création. Elles arrivent au centre. Et que j'invente en même temps, j'invente le fonctionnement ici, où j'essaye, je l'invente dans mon rapport à l'hôpital, de ce que la danse, quel est ce rapport étrange que la danse peut se découvrir dans le cadre d'un travail avec des personnes psychotiques. Voilà, pour moi c'est la même chose. Elles improvisent ensemble. Mathilde Monnier tient les mains de Marie-France, la jeune femme, et la fait tourner dans un sens puis dans l'autre. Elle la saisit à bras-le-corps, la lâche, la saisit de nouveau et s'écarte. Elle recommence avec un toucher ferme mais dénué de brutalité. Marie-France acquiesce, tend les bras vers la chorégraphe qui l'enlace et la soulève. Mathilde la repose et attend que Marie-France tende les bras vers elle pour recommencer. Moi, je me suis essentiellement attachée à voir à quel endroit la danse, du fait de son silence, du fait de son langage très particulier, à quel endroit la danse pouvait aider, pouvait être présente, pouvait être un autre langage. Les deux femmes sont assises contre un mur, côte à côte, tête contre tête. Elles explorent l'espace du contact. Sur scène, couchées sur le dos, côte à côte, une jambe allongée sur le sol, elles jouent du contact entre leurs jambes tendues vers le plafond. Bruit blanc, 1997. On nous a tellement, pendant des années, dit « mais la danse, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas ce que c'est ». Et en fait, si, je crois qu'aujourd'hui, on commence à savoir. On commence à se rendre compte que la danse, elle peut intervenir sur d'autres champs, aussi bien que sur l'artistique. Toutes les deux descendent la jambe fléchie sur le côté opposé. La hanche se soulève. Elles reviennent dans l'axe et retrouvent le contact du bassin avec le sol. Marie-France joint le pouce et l'index. Mathilde reproduit le mouvement. Mathilde allonge la jambe et la ramène vers le buste. Marie-France la suit. Mathilde, debout et penchée sur Marie-France, toujours couchée. Elle l'enjambe très doucement. Marie-France accompagne le mouvement en lui posant une main sur le mollet. En lui saisissant le pied, elle lui donne l'indication de tourner. Mathilde pivote avec précaution. Attention, lève une jambe. Leurs pieds entrent en contact. Marie-France marche vers Mathilde en accompagnant sa marche d'un va-et-vient du buste. Une main est recroquevillée près de son visage. Mathilde recule. Les va-et-vient du buste de Marie-France résonnent dans son propre buste qui reflue. Elle traverse un entrelac de branches qui jonchent le plateau. Joue contre joue, les mains jointes posées paume contre paume, elles entament un balancement rythmé vers l'avant. Mathilde se décale d'un pas vers l'arrière, leurs bras se tendent.
Elle retourne les mains pour qu'elles servent de socle à celles de Marie-France. Un mouvement de va-et-vient du buste d'avant en arrière s'installe. Le va-et-vient les conduit petit à petit à un déplacement. Le regard de Mathilde est alerte, Marie-France les yeux baissés a un visage ouvert et confiant. On m'a dit, oh, vous êtes une danseuse sociale, enfin des trucs aberrants. Or, pour moi, c'est de l'ordre de ce qui spécifie l'humain, ce qui nous constitue. C'est effectivement quel est notre rapport, quelles sont les multitudes immenses de rapports qu'on peut avoir à l'autre. Puisqu'en fait, on est toujours effectivement sur ce dedans et ce dehors. C'est ce qui nous constitue de fait, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait exister. Autrement, on est autiste. Les lieux de là. Mathilde Monnier, 1999. Dans un studio de répétition, une femme est plaquée entre deux hommes à l'horizontale à 1 mètre du sol. Elle s'accroche à chacun avec les bras tandis qu'ils se tiennent solidement par la taille et les épaules. L'un des deux saute, secouant la jeune femme. Le trio s'immobilise. La jeune femme glisse et retrouve sa verticalité. L'homme qui sautait roule et s'écarte des deux autres qui, enlacés, forment couple. Elle s'adosse contre la poitrine de son partenaire. Il lui enserre la tête avec les avant-bras. Elle se dégage. Il lui enserre les épaules avec les avant-bras et la soulève. Elle se fige, jambes recroquevillées dans le vide, pieds flex. Il la lâche. Il est grand, noir, athlétique. Elle a de longs cheveux noués en tresse, un corps ramassé et tonique. Il revient à la charge, de nouveau la soulève par les épaules. Elle se fige. Il la lâche en la projetant vers l'avant. Il avance vers elle, lui enfonce les coudes sur les épaules. Mathilde Monnier, en retrait de l'espace de danse, suit attentivement l'évolution. L'homme tient la tête de la jeune femme enserrée entre ses avant-bras. Il se penche sur le côté, la contraint à abandonner son poids et pencher avec lui. Il relâche et la rattrape avant la chute. Il la ramène contre lui. Sa grande main s'attarde sur son visage. Les avant-bras calés sous ses aisselles, il la soulève et la repose. Il prend appui sur son épaule et sur sa hanche et grimpe sur elle. Elle soutient le poids, avance de quelques pas. Elle le repousse et le débarque. Il la rattrape par les épaules et la soulève. Elle recroqueville une jambe dans le vide, pied flex, et baisse la tête. Il recule de quelques pas et la repose sur le sol. Les danseurs remués reprennent leur souffle et leurs esprits. Michel Kéléménis, danseur et chorégraphe. Je guette le moment où un centre chorégraphique ouvrira ses portes à une compagnie que dirige un chorégraphe qui est pas très loin de ce type d'outil. Des étoiles filantes illuminent un fond de scène. Une femme portant une jupette excentrique fait des circonvolutions avec ses mains, la tête renversée en arrière. Une autre, en combi short rose, invente des châteaux de cartes avec ses mains. Un danseur en slip à bretelles les regarde. Vaste ciel, Michel Kéléménis, 1990. Cheville ailée, douce océanine, ciel étoilé, nuit abandonnée et autres divinités bariolées bondissent enchaînant des tours toniques et des grands jetés tonitruants. Une voiture sort d'un tunnel et longe les docks de Marseille. J'ai repris le régime des résidences cette année, en venant à Fos-sur-Mer pour répéter pendant 15 jours, 3 semaines, en allant à Lyon pour finaliser le spectacle, ou même pendant une période de répétition de 3 semaines. On se repromène. La voiture file le long des quais du Vieux-Port. Au loin, la basilique Notre-Dame de la Garde se dresse sur sa colline. C'est un petit peu, pas forcément l'unique voie, disons, que j'aimerais vivre que d'être nomade. Je ne veux pas non plus être pépère sédentaire, c'est pas ça qu'il faut mettre en face. Mais dans un lieu, dans des murs, on fait un type de travail vis-à-vis d'un public qu'on ne peut pas faire quand on se promène sans arrêt. Les musiciens jouent sur le trottoir d'une ville. Michel Kéléménis leur jette un coup d'œil depuis les fenêtres des bureaux de la compagnie. Quelle est ta fausse? Non, je ne sais pas. Mais pas encore. Il regarde sa montre. 2 de ses collègues travaillent sur des documents. Bon, par rapport à ceux dont je dispose aujourd'hui, un centre chorégraphique représente, je pense, 2,5 fois au minimum le financement de ma compagnie. Donc c'est des moyens, des locaux, des relations institutionnelles qui assurent la représentation de la compagnie dans une ville. Plus ou moins. Donc c'est forcément beaucoup plus que ce que j'ai. 3 danseurs répètent dans un studio. Cependant, aujourd'hui, la mission que j'ai, c'est celle que je me choisis. Inscrit tous tes gestes dans le déplacement. Ils ne sont pas pour eux-mêmes, ils sont inscrits dans un déplacement. Ça commence dès
dès le début, dès cette phrase-là, mais c'est ça, elle est variable selon tes moments de danse. Mais avec ceci, inscris-toi dans le déplacement, inscris-toi dans le déplacement. D'accord ? Ça veut dire que c'est tout ton corps qui y va et pas uniquement un petit bout. Hein ? Les danseurs reprennent. C'est mieux. Dans le déplacement. La nature même de mon travail, ça s'appuie énormément sur la dimension technicienne de la danse. C'est-à-dire sur un savoir-faire du corps dans sa virtuosité. Et ça, c'est une vraie question quand on est en province. Parce que pour pouvoir disposer de danseurs à ce niveau-là de qualité, il faut pouvoir les entraîner. Pouvoir les entraîner, ça veut dire pouvoir le financer, pouvoir disposer d'un lieu dans lequel on peut donner soit des répétitions, soit des cours, etc. Et ça, c'est particulièrement difficile. Dans le studio, une danseuse rousse s'élance vers un homme et saute dans ses bras en grand écart facial. Oui ! Simplement parce que l'existence de la danse contemporaine aujourd'hui fait que on travaille pas. On travaille pas. Et ce rythme-là est très difficile à soutenir dans une danse très technique. Un homme porte la danseuse en diagonale contre son buste, les pieds vers le ciel et la tête en bas. Les deux autres traversent l'espace du plateau en élargissant les mouvements selon les consignes du chorégraphe. La danseuse repose pied à terre et rompt les trajectoires des danseurs en sautant dans leurs bras, chacun à leur tour. Ça va ? Ça s'éclaircit ? Pour les déplacements, hein, d'un coup, c'est infiniment plus ample. Hein, et vous tracez. Vous tracez au sens où vous fabriquez vos traces. Pour moi, la danse est à ce point éphémère que je crois que le souvenir qu'on en a n'est pas, enfin en tout cas celui que moi j'aime en avoir, n'est pas le souvenir de à ce moment-là telle forme, mais ce mouvement-là a fabriqué une trace qui s'éloigne et je crois que dans le souvenir reste l'impression de cette trace-là qui continue son éloignement sans doute à travers le temps, les années, les autres spectacles qu'on va voir. Sur scène, un danseur cambré devant la danseuse rousse se tord le cou pour recevoir un baiser qui laisse des traces de rouge à lèvres autour de sa bouche. L'homme, la femme et Georges, 1999. L'homme et la femme sont côte à côte. Il plie le bras à hauteur de la tête de sa partenaire. Elle pose la main sur la sienne. Il lui offre son autre main et lui allonge les bras, croisés au-dessus de la tête. Il l'enlace au niveau du buste et la fait pencher sur le côté. Il porte une cravate sur un débardeur, un pantalon de lin et des tennis. Elle porte un juste-au-corps en bretelles rouges orné d'une jupette fluide en corolle. Elle recule, il se cambre. Elle revient et le repousse vers sa verticalité. Ils tournent chacun dans un sens. Elle se baisse, il trace un arc de cercle avec la jambe au-dessus d'elle. Elle se relève, il se plaque derrière elle, lui saisit d'une main le mollet et de l'autre le buste. Il la soulève et l'emporte dans un tour, la dépose. Elle se penche vers l'avant et lui offre son dos. Il y déroule son dos, vertèbre après vertèbre, et abandonne sa tête. Elle le repousse. Elle lui pose une main sur le ventre et court autour de lui sans perdre le contact. Il lui tend les mains, elle les saisit, ils font une passe de roc. Il la ramène contre lui. Ils échangent un regard. D'une main, il la fait tourner. Elle lance un grand battement sur le côté. Ils tournent chacun à leur tour. Il la porte, elle replie les jambes sous elle. Il la repose. Ils entrecroisent deux bras et se penchent en arrière chacun de leur côté en contrepoids. Toujours renversée vers l'arrière, elle monte sur le mollet de l'homme et cale une jambe dans le creux du bras de l'homme. Elle s'y appuie pour développer l'autre jambe. Il la fait tourner. Elle repose un pied par terre, pivote, leurs bras se désentrelacent. Ils se placent dos à dos et partent à reculons chacun de leur côté. Elle revient vers lui en courant, rabat les deux poings qu'il brandissait. Elle lui enlace la taille, il la fait tourner. Ils enchaînent les passes de roc avec vivacité, précision dans les contacts. Elle s'élance, il la porte et jambes en ciseaux. De nouveau, ils se cherchent, se repoussent, se volent un baiser. J'aime voir le corps dans son choix, dans le choix de son mouvement, dans sa décision permanente sur le micro-espace de temps qui va être ceci fini. Là, et hop, je le récupère. Ce que j'aime voir, c'est chez un individu, qui soit alors comédien, danseur, musicien, c'est la maîtrise du temps. Le temps se distribue d'une façon qui n'est plus son écoulement, qui n'est plus celui du spectateur. Il se distribue par la grâce de quelqu'un qui d'un coup le maîtrise. C'est l'extraordinaire. Ça, j'adore. Voilà. Je cherche ça.
Un goéland est posé sur la proue d'une barque de pêcheurs. La chapelle Fromentin, qui abrite le Centre chorégraphique national de La Rochelle, dresse sa haute façade dans un ciel hivernal. À l'intérieur, un musicien se tient assis en tailleur sur un tapis de danse. Il souffle dans une longue flûte traversière en bambou. Une femme aux cheveux ras, au visage anguleux, est assise près de lui vers l'avant de la scène. Ses mains reposent sur ses genoux, ses jambes sont ouvertes, sa posture calmement ancrée sur ses ischions. Un imperceptible mouvement s'initie depuis son plexus et rayonne sur sa poitrine. Il est intimement lié à la musique, d'où il semble puiser sa source. Régine Chopineau, danseuse et chorégraphe. Je compare souvent cette capacité de volume que nous donne Fromentin à, tu sais, lorsque tu veux garder des petites tortues d'eau, tu mets un petit bocal. Alors, si tu as envie, je veux dire qu'au contraire, tes tortues grandissent, tu peux agrandir le bocal. Pour nous, il était clair que ce bocal étant devenu tellement immense, c'est certainement un des plus grands bocaux possibles, imaginables pour un studio de danse. D'emblée, les danseurs avaient... c'était dilaté, et avaient n'avait plus peur de cette relation à l'espace qui est une des relations, on va dire, primordiales pour le danseur. Tu dois avoir la musique, tu dois avoir l'espace, tu dois avoir le poids. Des rampes de projecteurs font le tour du plafond voûté. Un large panneau de velours noir forme un fond de scène. C'est un lieu qui structure, donc du coup il y a eu des tas de levées de bras que je ne faisais jamais. Il y a eu la capacité des sauts, et il y a eu les courses, il y a eu une envie féroce de se trouver. Ensuite, il y a eu tous les points cardinaux, comme c'est un lieu orienté, travailler avec l'Est. Qu'est-ce que c'est l'Est aujourd'hui pour nous ? Alors, dans cette chapelle, on le sait tout de suite, puisque comme elle n'est pas occultée, on travaille toute l'année avec la lumière du jour. La danseuse ouvre les bras et les fait voyager vers le ciel. Elle conduit son mouvement lent avec une attention minutieuse. Des lieux comme ça, il faudrait vraiment que tout le monde ait accès à cette beauté. C'est une nourriture absolument essentielle pour tout le monde, pas seulement pour les artistes ou pas seulement pour les religieux, on va dire. La chapelle en pierre blanche est ceinte d'une cour qui accueille un collège. Le musicien a troqué la flûte pour le chant. Il est debout près de la danseuse qui trace des circonvolutions avec ses bras. Là, c'est mieux. Je travaille mon instrument. C'est pas pour maîtriser. Je crois que la maîtrise est illusion. Je veux dire, ça. Puis ça m'intéresse pas, au contraire, puisqu'on est sans cesse à chercher justement tout ce qui nous échappe. Donc maîtriser serait une grave impasse. Ouais. Ouais. On refait rien qu'une fois la reculons. Je privilégie plutôt le monde du corps et le monde de l'intuition. Je le mettrais presque en distance à justement à la maîtrise et à la tête, tu vois. Je mettrais ça, ouais. Intuition. On pourrait peut-être mettre la tête, c'est ce qu'il connaît, et puis le corps, c'est ce qu'il sait. Voilà, peut-être en opposition connaissance et savoir. Peut-être. Elle recule vers le chanteur. Il pose une main bienveillante sur son dos. Ils prennent une respiration commune. Elle s'accroupit et se recroqueville sur elle-même, entame un mouvement de vague avec ses mains qui petit à petit la conduisent à se relever. Les chanteurs, on dit souvent que les chanteurs, on est confrontés, je veux dire, c'est des artistes qui sont le plus proche possible des danseurs, je crois. Et pour moi, d'emblée, faire vibrer son sacrum, ou faire vibrer le haut de la cage, ou faire vibrer derrière sa tête, ou faire vibrer derrière le nez, ou faire vibrer dans son bas-ventre, c'est un moyen de connaissance, c'est un moyen d'articulation des lieux du corps. Elle court tout autour de Ravi Prasad, le musicien.
Et pour les danseurs, ça a été extraordinaire de le rencontrer. Il y a eu des danseurs qui cherchaient depuis très longtemps une partie de leur corps et qui, par l'intermédiaire d'un son que tu dois faire résonner et qui ce son n'existe que lorsqu'il résonne à cet endroit-là, se sont retrouvés avec un corps plus grand que 5 minutes avant, quoi, quand ils ne l'avaient pas encore réveillé, cet espace-là. Chant de lune, 1999. Régine Chopineau est accroupie près de Ravi Prasad. Elle caresse le sol, se relève le dos rond. Un coude part en arrière, le buste s'ouvre. Elle trace une spirale, referme les doigts et se tourne vers lui. Ravi Prasad, les bras détendus le long du corps, les genoux pliés, impulse un rebond régulier de faible amplitude. Régine Chopineau pénètre son espace avec des mouvements de bras vifs au-dessus des épaules. Elle saute, rendant plus visible l'impulse du rebond. Elle lui pose les mains sur les tempes et lui fait tourner le visage vers nous. 3 bandes de lumière blanche délimitent un triangle spacieux autour d'eux. La danseuse recule, les bras ouverts, tandis qu'il s'avance vers nous. Le triangle de lumière disparaît et laisse place à un chemin qui s'ouvre sous leurs pas. La danseuse, tournée vers nous, referme une main sur sa poitrine, puis l'autre. Elle ouvre les doigts et les fait onduler. Elle déplie le bras gauche, pose la main sur son genou gauche et fait de même de l'autre côté. Elle tourne ses paumes vers le ciel l'une après l'autre. Elle replie les bras vers sa poitrine tout en marchant à grands pas suspendus dans un plié profond et ouvert. Elle recule, fige les bras dans une posture qui évoque le bandage d'un arc juste avant le tir. Elle recule encore jusqu'à hauteur du chanteur. Elle plie les genoux et le dos droit descend vers le sol par saccades guidé par le chant. Elle remonte, pointe un coude devant elle, le rejette vers l'arrière. Un balancement s'amorce dans son buste et enclenche une marche vers l'avant de nouveau. Le bassin prend le relais de la conduite de la marche, une hanche puis l'autre. La rupture rythmique du chant conduit des suspensions dans les mouvements des bras, dans les pas qui s'immobilisent sur demi-pointe ou en équilibre sur un seul pied. Perméables aux variations de la voix, les mouvements de bras s'étirent comme on étire un élastique. Ils convoquent une sphère dans un arrondi sur le devant du buste, la dissolvent dans une diagonale, l'écrasent dans une descente percussive. Le rythme de la danseuse change encore et s'accélère. Des ruptures s'amorcent. Toutes les qualités de danse, la souplesse, l'étirement, la vitesse se mêlent. Elle plie les genoux et remonte comme une flèche en demi-pointe. Elle s'immobilise et bloque sa respiration, les poumons pleins, la cage thoracique haute. Elle reprend son souffle en étirant un bras vers le ciel. Elle se suspend dans le geste et relâche. Une cassette VHS est glissée dans un magnétoscope. Régine Chopineau revoit la captation d'un spectacle. C'était ça, on n'avait rien à perdre. Hein. 3 danseuses sont juchées sur 3 chaises alignées contre un mur défraîchi. Des vêtements sont suspendus au-dessus de leur tête. Grand écart, 1982. 2 danseurs torse nu surgissent. Ils contournent les chaises, s'élancent contre le mur, y prennent appui avec un pied pour faire volte-face. Sur les chaises, les danseuses font un tour sur elles-mêmes, lentement, avec des gestes de bras langoureux. Les danseurs vont et viennent. Ils sautent et essaient de toucher les vêtements accrochés en hauteur. Non, je me disais que comme la Terre était vierge, quand on a démarré comme ça au début des années 80, chaque sillon était identifié. Et que maintenant, pour ceux qui démarrent, les traces, on a marché pratiquement partout. C'est difficile d'avoir une identité aujourd'hui en danse contemporaine, alors que ça l'était si facile à l'époque. Tu penses ça? Oh bah oui. Le terrain c'était un champ sur lequel très peu de personnes avaient marché. Donc chaque pied posé était reconnaissable, identifié, personnalisé. Maintenant, ceux qui démarrent maintenant, le chant est saccagé. Elle se concentre sur la vidéo.
Les danseuses descendues des chaises regardent les danseurs qui entament une petite marche, les bras rassemblés en corbeille. Tout a été fait, tout est brûlé, tout a été fait. Pas par moi, tout a été fait par l'ensemble de toute la jeune génération. C'est terrible d'être obligé d'accepter de répéter les choses. Les danseurs s'immobilisent, une jambe fléchie vers l'arrière, les bras ouverts sur le côté comme une évocation de la révérence classique. Les danseuses avancent vers eux à petits pas en dodelinant de la tête, le regard rivé au sol. Elles allongent les bras devant elles dans un geste d'offrande qui contraste avec leur énergie désabusée. Elles portent des robes très courtes, de couleurs différentes, les jambes et les pieds nus. Les danseurs s'intercalent entre elles pour former un rang. Tous les bras se lèvent et descendent vers nous pour un salut. Noir. Dans un studio de répétition, Dimitri Chambla fait la chandelle. Boris Charmat s'étire en salutation au soleil. Jean-Paul Montanari. Quand cette jeune danse a commencé, il y a 20 ans, le combat était sous forme de front. C'est-à-dire qu'il fallait se battre sur tous les fronts en même temps et c'était un vrai combat. Il y avait à imposer des formes, des nouvelles formes, et ça c'était c'était plus difficile des combats. Il y avait des combats institutionnels, la danse n'était absolument pas reconnue institutionnellement. Il y avait des combats médiatiques, il n'y avait pas de place dans les journaux pour parler de cette chose bizarre, danse contemporaine, quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Combat auprès du public, comment trouver un public avec ces nouvelles formes. Et ces combats, d'une certaine manière, ont été gagnés. Toute danse, et tout art, est toujours en danger d'eux. Et s'il n'est pas en danger d'eux, c'est qu'il est déjà au-delà du danger. C'est déjà trop tard, quoi. Boris Charmat, danseur et chorégraphe. Si on pouvait penser que la danse contemporaine, danse nouvelle, avait à tuer le père pour vivre, là, la situation est différente, parce que les nouveaux créateurs, ils sortent de cette génération de gens qui ont mené ces combats artistiques nouveaux. Donc eux-mêmes, comment ils se définissent par rapport à ça? Boris Charmat. Je vais réfléchir. Dimitri Chambla, danseur et chorégraphe. Alors, je crois qu'on ne s'est pas positionné, nous, en rupture, comme ça s'est passé souvent, en rupture à la danse classique. Nous, on ne fait pas ça, on fait ceci, on fait cela. Boris Charmat se frotte le buste et le dos à deux mains. Il est grand et robuste, les cheveux roux bouclés. Dimitri Chambla est assis sur le sol, les jambes écartées. Il s'étire le dos, les bras allongés loin devant lui, les mains à plat sur le plancher. Il a des cheveux courts et bruns, un visage anguleux. Il se masse les trapèzes. Boris Charmat forme des vagues avec sa main. L'articulation du poignet est souple, les doigts allongés serrés les uns contre les autres. Dimitri Chambla est couché sur le ventre, un bonnet noir recouvre sa tête et son visage. Boris, je crois comme moi, depuis notre plus jeune âge, en fait, quand on était tout gamin, quand on allait au spectacle, nos parents nous emmenaient voir plutôt justement des bagouets ou des galotas ou Festival d'Avignon, des choses comme ça. Donc déjà, notre culture, elle est celle-là. Frank Zappa, il disait ça à un moment donné, il disait c'est étonnant parce que je faisais des solos de guitare et en fait, je voyais la nouvelle génération, elle savait le faire presque mieux que moi et elle ne l'avait pas appris. Galota. Donc je pense que dans le passage du temps, il y a aussi ce passage de culture qui se fait malgré nous. Et on est imprégné. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment que le fait de savoir que l'improvisation a une histoire, que le corps nu sur les scènes ou hors scène a une histoire, le fait de savoir que nous, danseurs, on a aussi une histoire de formatage ou de formation au choix et qu'il faut en prendre conscience, ça ne veut pas dire qu'ensuite on crée quelque chose qui est nécessairement dans le suivi et un peu affadi de ce qui s'est fait avant. Je crois qu'au contraire, de prendre vraiment conscience et d'attacher une grande importance à cet élan-là des années 80, ou attacher une grande importance à cette créativité-là, c'est aussi, et la repenser, c'est aussi permettre nous aujourd'hui de poser des bases qui sont peut-être, qui n'ont pas besoin de s'afficher en rupture, ou en rébellion, ou avec une casquette qui serait les nouveaux rebelles, qui ne s'affichent pas comme ça, et qui néanmoins esthétiquement proposent peut-être des vraies ruptures, en tout cas des vrais choix. Un échafaudage à 3 niveaux est dressé dans le hall du centre Georges Pompidou à Paris.
Un homme se tient debout sur une plateforme au niveau inférieur, un autre au niveau médian et une femme occupe la plateforme supérieure. Chacun porte un t-shirt blanc et se présente fesses et jambes nues. A. Tenen Thionon, Boris Charmatz, 1996. Tous les trois montent et étirent les bras vers le ciel, plient les genoux et se recroquevillent dans une énergie de fonte. Boris Charmatz, tout en bas, recule violemment d'un pas. Vincent Druguet au-dessus l'imite, puis Julia Sima. Les deux danseurs se projettent face contre le sol. La plateforme est un carré d'environ 1,50 m de côté qui contraint et contient. Vincent se dresse sur un bras, le bassin soulevé, les jambes tendues et porte son autre main à sa gorge. En dessous, Boris, debout, rassemble les mains et les jette derrière son épaule comme pour abattre un coup de hache. Vincent monte une jambe sur le côté, en équilibre sur un pied, la redescend et se jette sur le sol. Boris jette une jambe en arrière et bascule en avant. Vincent accroupi en équilibre sur une main, lance les jambes derrière lui en arc de cercle. Boris et Vincent pointent les jambes en chandelle et se laissent retomber à plat. Julia fait de même en contrepoint. On voit bien comment un Charmatz, qui peu à peu s'impose sur les scènes nationales et internationales comme un des nouveaux créateurs, jeunes créateurs français les plus intéressants, comment lui il se bat, ou comment il ne se bat pas d'ailleurs, pour imposer son œuvre. Alors c'est beaucoup plus en finesse, parce qu'il n'a pas les mêmes combats institutionnels à mener, il n'a pas les mêmes combats avec le public, tout ça lui est acquis déjà. Donc les formes nouvelles qui sont proposées sont moins des formes d'écriture chorégraphique, qui étaient là le vrai combat et le vrai grand combat à mener, que des formes peut-être marginales, c'est-à-dire des espèces de contestation de la scène officielle, que représentent aujourd'hui les centres chorégraphiques, tout en sachant que les centres chorégraphiques, et c'est dans leur mission, abritent, nourrissent, font naître ces nouveaux chorégraphes de la nouvelle génération des chorégraphes. Donc le rapport, il n'est pas du tout le même. Le rapport, il est beaucoup plus doux, artistiquement. Bien que les formes qui sont présentées peuvent être, elles, violentes, mais pas dans le même rapport. Des rangées de bancs sont disposées autour d'un espace vide parqueté. À bras-le-corps, Boris Charmatz et Dimitri Chambla, 1993. Des spectateurs ont pris place sur les bancs, tout près de Boris qui tourne sur lui-même en se propulsant d'une jambe sur l'autre. Il roule sur le sol. Il fait quelques pas à quatre pattes et roule de nouveau. Il recommence, se reçoit sur l'épaule, roule sur le dos, se rassemble et repart. Dimitri se lève d'un bond, l'attrape à bras-le-corps et le relève. Ils se font face. Dimitri donne une impulse sur la tête de Boris pour le faire tourner. Boris cale un pied sur la jambe de Dimitri, se propulse et se cale à l'horizontale dans le giron de Dimitri qui le fait tourner comme une masse à pétrir. Boris tombe, Dimitri le fait rouler. Il lui saute sur le dos à pieds joints et roule sur le côté. Boris se relève, lui marche sur le dos et se laisse tomber à côté. Dimitri lui saute sur les omoplates et roule à plat ventre. Boris se redresse, saute à croupeton sur le dos de Dimitri et reste en équilibre, une main ancrée dans le sol, les pieds posés en travers de la colonne de Dimitri. Il bascule vers l'avant, roule, s'arrête en appui sur ses bras, en soulève un, bascule en roulade et se relève. Dimitri bondit sur lui, il le saisit à bras-le-corps dans le saut. Je crois que sur à bras-le-corps, on s'est lancé, on avait parce qu'on était spectateurs, parce qu'on était danseurs ou élèves, des idéaux comme ça de danse limpide, de Bagouet, de Trisha, etc. Puis ce qui est sorti, c'est une danse de bûcheron. Et que jusqu'à un certain point, on a dû nous-mêmes regarder ça. Boris plie les genoux, monte les bras pour une préparation classique à la pirouette. Il tombe en se réceptionnant. Il se relève et s'assoit sur un banc, laissant la place à Dimitri. Préparation autour et enchaînement de 2 pirouettes avec réception parfaite à genoux. Dimitri se laisse tomber vers l'avant sur les avant-bras, roule, s'accroupit, se relève en développant une jambe sur le côté. Il jette les bras en avant, les referme sur son dos. Un rond de jambe à terre l'entraîne dans un tour vers l'arrière. Boris le rejoint. Il monte les bras pour la préparation à la pirouette qu'il exécute parfaitement, réception comprise. Se jette sur le sol, se relève en développant la jambe sur le côté et se frappe le dos. Il roule les épaules vers l'avant, jette un bras en arrière qui l'entraîne dans un saut. Trace un cercle avec son pied, plie les genoux pour se propulser en flèche. Il retombe face contre terre comme Dimitri. Je crois que si on a fait ça, c'était pour rendre à la danse sa force un peu brute, justement, tout ce qui est caché d'habitude, le rendre plus présent et faire que la danse
Le visage est marqué par la danse, le bruit fait partie de la danse. D'habitude, on l'occulte. Là, il suffisait de le laisser vivre, sans pour autant accentuer une transpiration, sans pour autant accentuer... il suffisait de faire ça pour que la danse respire différemment, pour qu'on... Peut-être qu'il y a une distance frontale, qu'il y a une distance de jugement aussi, parce que de loin, on voit si une figure est réussie ou pas. De près, on voit un gros wagon passer devant les yeux. Est-ce qu'il a réussi une figure? Ça devient totalement secondaire. Les deux danseurs se relèvent. Dimitri développe une jambe vers l'arrière et se penche vers l'avant jusqu'au déséquilibre. Il se rétablit par une balance des bras, se tourne vers Boris qui lui saute dans les bras. Boris, les yeux fermés, reprend son souffle et récupère. Les jeunes créateurs sont quand même des artistes qui sont suffisamment privilégiés, puisqu'ils sont, pas immédiatement, mais presque, reconnus par le système chorégraphique. On passe notre temps à essayer de repérer les nouveaux artistes, les uns et les autres, et finalement à les montrer, bon an, mal an, à les montrer les uns et les autres. Moi, je ne crois pas aujourd'hui qu'il existe du tout le syndrome Van Gogh, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'artiste inconnu et maudit dans le milieu de la danse aujourd'hui qui ferait une œuvre géniale dans son coin, que personne ne verrait et qui serait horriblement pauvre. Ça, à mon avis, ça n'existe pas. Le marché, et à cet endroit-là, a mis tout en lumière, nettoie tous les coins, récupère tout ce qui passe pour que ça fasse de l'effet, pour que ça rentre dans la dynamique du marché. Ce côté-là, c'est impitoyable, si j'ose dire. Il est impitoyable, le marché. Il laisse personne tranquille à cet endroit-là. Donc, si révolte il y a, c'est sûrement pas de ce côté-là du monde qu'il faut la chercher. Il faut peut-être aller plutôt la chercher du côté des quartiers populaires, où la révolte des jeunes s'exprime sur un autre mode que sur le mode chorégraphique, quoique. Sur une scène, un danseur hip-hop rampe vers un étui à violon en bois. Il en sort l'instrument. Il le pose sur le sol. Récital, Quai Figue, 1998. Le danseur fixe le violon du regard, s'en approche, renonce, il se lève et écarte au maximum les doigts de sa main droite. Il jette encore un coup d'œil au violon et croise les mains devant son visage. Il ouvre les bras et initie un mouvement de vague qui se propage dans son buste et jusqu'à ses jambes. Il se couche sur le sol, pose la tête par terre et jette les jambes en arrière, entraînant une onde horizontale dans tout son corps. Il a les cheveux ras, un visage souriant. Il porte un jogging et des baskets. Il s'assied et pointe un doigt vers les coulisses. Le mouvement pointé se transforme en vague qui gagne tout le corps et le conduit au sol. Il se rassied, prend appui sur ses mains et fait pivoter son bassin en traînant ses jambes d'un côté à l'autre. Il se lève, il montre encore sa main droite, plie les genoux et bondit en salto arrière. Il marche à grandes enjambées vers le violon, prend appui sur une main et recouvre l'instrument d'un jeu de jambes rapide. Il s'immobilise à genoux, imbrique ses doigts les uns dans les autres et crée une ondulation souple qui mobilise les articulations des poignets et les coudes. Il décale le violon et s'en va. Des pupitres de musique et d'autres étuis à violon sont disposés sur scène. Le danseur revient et en appui sur ses mains enchaîne des spirales avec ses jambes au ras du sol. Il se relève, marche entre les pupitres. Il bascule en roulade avant pour rejoindre son instrument. Il le saisit par le manche, le fait passer au-dessus de sa tête et le repose. Il appuie les mains au sol, projette ses jambes vers l'arrière, sa tête ondule et guide la descente. Il reprend appui sur ses pieds, jette un regard au violon et s'en va. D'autres danseurs entrent, s'immobilisent les uns en face des autres près des pupitres. Ils plient une jambe en fente vers l'avant, ils y appuient la main et s'inclinent pour se saluer. L'homme au violon s'élance en roue, suivi d'un salto. Les 5 autres répliquent en salto arrière. Il entame un impressionnant tourbillon sur les mains, passant de l'une à l'autre, les jambes dressées à l'équerre. Il roule sur le dos, passe sur la poitrine, repasse sur le dos, emporté par la spirale de ses jambes qui fouettent l'air. Il s'immobilise, se relève et s'approche de son instrument. Il saute pour s'asseoir juste à côté. Il s'en empare, joue à le faire passer entre ses jambes, à le faire passer d'une main à l'autre. Il le cale dans son bras replié comme s'il faisait corps avec lui. Les autres danseurs quittent la scène et laissent l'homme en tête-à-tête avec son instrument. Les gens qui font la danse, les gens qui s'intéressent à la danse, immédiatement se sont intéressés à cette nouvelle manière de danser, comme partie intégrante du fonctionnement chorégraphique en France. Le danseur, son violon à la main, cherche le regard du public.
De la sueur perle sur son front. Que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris, que ce soit à Montpellier, très vite, tous les gens qui ont commencé à danser dans les quartiers et qu'on a pu repérer ici ou là, ou qui sont venus nous demander quelque chose, très vite, très vite, on s'est occupé d'eux, on a aidé quand il y a eu besoin, très vite. Alors je ne sais pas s'ils ont été récupérés, peut-être que oui. Mais c'est là aussi le côté impitoyable du marché. Donc certains artistes sont sortis, sont devenus finalement des jeunes artistes alors qu'ils n'étaient à ce moment-là peut-être que des jeunes révoltés dans les quartiers. Enfin, certains d'entre eux comprennent que pour tenter de conserver ce qui fait leur essence, ce qui fait leur force, ils sont obligés de travailler ailleurs ou de passer par les univers des autres. Et on voit qu'EFIG, par exemple, aujourd'hui, la façon dont ils ont pris le problème par un bout, qui était celui de la danse contemporaine, ce serait peut-être un autre, finalement leur permet aujourd'hui de revenir non pas avec les poncifs de la danse contemporaine, mais avec une écriture qui leur est propre et que miraculeusement on peut cette année attester comme les premières ébauches d'écriture hip-hop. Et c'est la première fois de ma vie que j'ose coller les deux termes. Jérôme Lecardeur, inspecteur de la danse au ministère de la Culture. Une des grandes victoires de la danse contemporaine, c'est d'avoir su affirmer, d'avoir pu prouver qu'un chorégraphe, qu'un danseur était un artiste au même titre qu'un écrivain, qu'un cinéaste. Et ça, c'est un gain immense et qui nourrit en effet autant alors la vague hip-hop et son mouvement que les jeunes chorégraphes de danse contemporaine. Les 6 danseurs ont revêtu une queue de pie sur leur jogging. Ils courent autour des pupitres, un violon et un archet à la main. Ils pointent l'archet vers leur basket, se calent le violon dans le cou et font virevolter l'archet par-dessus les cordes. Les poussées et tirées de l'archet entraînent des sauts et des tours pleins d'entrain. On a fabriqué le chant de la danse. On a décidé que c'était le chant de la danse, que ça concernait la danse finalement. Mais là aussi, c'est je crois, une vision politique de la danse. Parce que sans doute qu'il y a 20 ans, les gens ou 30 ans, les gens qui faisaient de la programmation ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse à la fois programmer le ballet de l'Opéra de Paris et les derviches tourneurs d'Istanbul. Or, les derviches tourneurs d'Istanbul, il y a 30 ans, tournaient déjà. Enfin, tournaient sur eux-mêmes. Et on les invitait pas. Donc c'est une volonté, je crois vraiment, des gens de cette génération de la danse du début des années 80, d'agglomérer, de prendre sur leur territoire ces expressions-là, comme faisant partie à part entière du territoire de la danse. Un couple s'avance sur une piste de danse circulaire baignée de lumière rouge. Le cabaret latin, Karine Saporta, 1996. L'homme tient la femme devant lui dans ses bras. Le dos de la femme est niché contre la poitrine de l'homme. Elle a les bras croisés sur le ventre et tient les mains de son partenaire. Elle porte des escarpins, une robe fendue jusqu'au haut de sa cuisse. L'homme lève très doucement un bras, engageant sa partenaire à tourner, à lui faire face. Les yeux dans les yeux, ils posent chacun une main sur la joue de l'autre, en miroir, et descendent jusqu'à l'épaule. Ils se tiennent dans un contact à la fois ferme et sensuel. L'homme engage une marche, la femme recule, leurs jambes s'entrecroisent. Karine Saporta, danseuse et chorégraphe. Moi, je dirais que pendant un temps, les danseurs contemporains étaient un petit peu comme aux zoos, un petit peu enfermés dans des cages. Et tout d'un coup, l'environnement va devoir s'adapter aussi aux nouvelles espèces. Les espèces s'adaptent à l'environnement. Nous nous sommes certainement adaptés. Mais en même temps, l'environnement a changé parce que nous sommes, je dis nous, mais c'est vraiment un nous planétaire. C'est pas seulement nous, chorégraphes français. Et ça, c'est complètement fascinant parce qu'effectivement, tout ce qui danse, que ce soit de la danse traditionnelle, moi je m'intéresse beaucoup à la danse traditionnelle, y compris des régions françaises. Et je trouve qu'on doit aujourd'hui considérer que toutes les danses, avec le regard neuf qu'on porte dessus, sont riches, fortes. Il faut absolument mépriser aucune forme. Mais c'est vrai aussi que c'est parce qu'on les regarde autrement. Hey Ta Lola d'amour est de retour. Une rangée de 4 femmes séduisantes en robes fendues et escarpins s'avance vers une rangée de danseurs fringants en pantalons à taille haute et chemises à jabot. Un piétinement rythmé retarde le moment jubilatoire où les deux rangées vont se croiser. Les couples se créent par le regard, chacun, chacune regardant celui qui s'avance en face. Ils se croisent et continuent tout droit à pas chassés. Ils font volte-face et se rejoignent. Donc il s'est passé l'émergence d'une nouvelle énergie, l'émergence de nouveaux êtres qui finalement est sûrement en relation avec l'émergence d'un nouveau danseur à l'intérieur de chaque citoyen, de chaque individu. Les 4 danseurs sont disposés en carré sur la piste ronde. Les femmes alignées en retrait les regardent. Ils se séparent en 2 groupes qui se croisent.
Dos à dos, un bras levé sur le côté, l'autre dans le prolongement, ils enchaînent des ronds de jambes à terre, puis en l'air. Ils reviennent face à face. En équilibre sur une jambe, ils lancent vigoureusement l'autre sur le côté à la manière des danseurs cosaques. Ils tournent sur demi-pointe, les bras rassemblés au-dessus de la tête. Ils pivotent, entraînés par l'élan d'un battement cloche de l'avant vers l'arrière. Le battement se limite à l'arrière et se répète. La répétition est brisée par un demi-tour, main sur les hanches sur demi-pointe. Les danseurs ouvrent les bras dans un mouvement d'invitation tourné vers l'extérieur, vers les spectateurs. Des spectateurs se pressent dans le vaste hall de la Maison de la Danse à Lyon. Sur un rideau de fond de scène, une vidéo montre en plongée des gens couchés sur des couvertures bleues ou écossaises. Ils portent leurs vêtements et leurs chaussures. Paradis, José Montalvo, 1997. Chacun se lève à son rythme, met la couverture sur ses épaules et s'en va. Quand j'étais enfant, près de Carcassonne, mes parents accueillaient en septembre des personnes qui venaient vendanger. Et ils venaient d'horizons différents. Certains venaient d'Afrique, d'autres venaient d'Italie, d'autres étaient polonais. Et ces gens-là se rassemblaient et chacun y allait. Pendant ces fêtes-là, ils essayaient de donner la part la plus lumineuse d'eux-mêmes. Évidemment, je ne parle pas de la qualité esthétique de ça, mais de la mise en jeu des êtres tout d'un coup, de leur angoisse, de leur inquiétude, dans quelque chose qui est la danse, c'est-à-dire la part lumineuse qui est donnée comme ça à travers la danse. Et j'ai ressenti des émotions très fortes où le flamenco se télescopait avec des danses polonaises, qui se télescopaient avec des danses venues d'Afrique du Nord, qui se télescopaient avec des chants italiens. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas déjà une vibration presque autobiographique, enfantine, et de l'ordre de l'enfance, et de retrouver ces moments d'éblouissement, d'excitation. Une danseuse noire jaillit sur scène, elle traverse l'espace en courant. Ses épaules roulent d'avant en arrière, une contraction du ventre et du buste fait écho au rythme musical. Un large sourire aux lèvres, elle transfère son poids d'un pied sur l'autre en sautant. Deux autres danseurs surgissent de derrière le rideau et s'engagent dans le mouvement avec la même intensité et la même joie. La danseuse noire passe entre eux à petits pas rebondissants. Elle tourne sur elle-même, une vague incessante parcourt ses épaules, la vague gagne son bassin qui roule. Elle ralentit le rythme, fait rouler les épaules d'un sens et le bassin d'un autre. Elle passe d'un pied sur l'autre, les bras au ciel, le visage éclatant. Le jardin Io Io Ito Ito, José Montalvo 2001. Un jeune danseur hip-hop se retourne en salto arrière, rebondit sur ses jambes, culbute sur le sol, roule sur dos rond, les genoux rassemblés vers la poitrine, s'ouvre d'un seul tenant et se relève. Il marche en arrière, ses pieds s'entrecroisent à toute vitesse. Il appuie une main sur le sol, en fait un axe pour tourner autour. Il se rassemble en boule et retombe à plat ventre. Une danseuse sur pointe traverse l'espace dans un grand jeté fulgurant. Un danseur de Smurf s'avance, il se cambre en pont et se déplace à reculons vers la danseuse classique. En diagonale, elle enchaîne des sauts fouettés ponctués par des grands battements sur pointe. J'ai été très influencé aussi au sortir de l'adolescence quand j'ai découvert dans ma formation d'art plastique le dadaïsme qui était aussi une liberté inouïe, prendre des fragments dans la vie, de choses qui existent et à partir de ça, un espace de liberté pour constituer, pour exprimer une subjectivité, une façon de percevoir le monde. Un éléphant se promène sur l'écran vidéo de fond de scène, conduit par une danseuse qui le mène par le bout de la trompe. Un serpent traverse à son tour. Un charmeur se glisse sous son corps ondulant et le suit en ondoyant des bras, du bassin et des jambes. Une femme sort du rideau écran. Deux immenses pieds au bout de deux immenses jambes tentent de l'écraser. Elle bondit et court pour leur échapper. Elle prend la poudre d'escampette droit devant. On a souvent laissé de côté, par exemple, les danses traditionnelles africaines parce que la danse contemporaine allait au-delà, etc. Mais si on sort de cette temporalité et si on considère que les langages en soi ne se périment pas, mais que c'est un point d'appui qu'il faut retraiter au feu et au souffle du présent, alors on peut ouvrir
une fenêtre sur la mémoire de la danse et de tout d'un coup se retrouver devant une richesse inouïe qu'il faut retraiter, retélescoper autrement, qu'il faut amalgamer autrement. Mais il y a tout d'un coup des pratiques qui sommeillent et qui ont été souvent laissées de côté, qui, par leur juxtaposition, créent de nouveaux effets de sens. Une danseuse contemporaine s'incline en révérence, un pied flex. Un danseur de breakdance se penche vers le sol, prend appui sur une épaule, monte les jambes et se met à tourner en roulant d'une épaule sur l'autre. Un danseur asiatique conduit un port de bras impeccable, porte la main à son front et saute en grand jeté. Il traverse l'espace en glissant d'un pied sur l'autre, l'air de ne pas toucher terre. Une danseuse africaine le rejoint. Elle twiste le bassin, le buste et les bras projetés vers l'avant. Elle s'arrête et d'un geste offre l'espace au danseur asiatique. Il twiste à toute vitesse, s'élance en grand jeté et lui laisse la place. Elle repart, tourne en frappant le sol avec les pieds. Le danseur asiatique bondit, genoux pliés, pointés vers l'extérieur, talons rassemblés. Il se place à côté d'elle. Ensemble, chacun avec son corps et son énergie, ils frappent le sol avec les pieds, pointent un index malicieux vers le ciel et filent. Je crois qu'on est à la fin d'une façon de penser l'art de façon dogmatique, puriste. C'est-à-dire que beaucoup d'idéologies esthétiques et dites d'avant-garde ont amené tout au long de ce siècle à des impasses et parfois même elles ont préparé des barbaries. Donc je crois que moi je suis revenu dans une position extrêmement humble où j'aimerais que mes chorégraphies soient des maisons de tolérance en fait, dans les deux sens du terme, la dimension de jouissance mais aussi la dimension un peu de relativité par rapport à ce qui serait vrai, qui serait la vraie pratique. Donc j'essaie d'incorporer des pratiques complètement différentes pour montrer que l'on est fait d'une multitude de petites vérités et que ces vérités, elles sont contradictoires et que cette contradiction, c'est moi-même et c'est aussi le monde dans lequel je vis. Un danseur hip-hop s'avance entre les rideaux écrans de fond de scène. Il sautille, se penche, prend appui sur ses mains et sa tête et se dresse à la verticale, les jambes ouvertes et pliées. Il pousse sur ses mains pour se lancer. Il tourne sur la tête comme une toupie de plus en plus vite. Le charmeur de serpent le regarde faire, les yeux ronds. Les jambes du danseur hip-hop se rassemblent, la toupie perd de la vitesse, il saute sur ses pieds. Le charmeur sort en martelant ses pas, les bras repliés comme des ailes. Le danseur hip-hop le suit à larges enjambées chaloupées. Tous les danseurs de la compagnie reviennent saluer devant les rideaux écrans de fond de scène. Les danseurs de Maybe, tout grimés de blanc, nous regardent. Ils demeurent immobiles, serrés les uns contre les autres, les bras le long du corps. C'est fini. Ça va finir. Ça va peut-être finir. L'image se fond doucement au noir. Un film écrit et réalisé par Charles Pic. Intervenant par ordre d'apparition, Françoise Dupuis, Mathilde Monnier, Maggie Marin, Laurence Loupe, Dominique Dupuis, Jean-Paul Montanari, Joël Bouvier, Régis Obadia, Jean-Claude Galota, Michel Kéléménis, Régine Chopineau, Boris Charmatz, Dimitri Chamblat, Jérôme Lecardeur, Karine Saporta, José Montalvo. Une coproduction La7 Arte, les films Pénélope, La Maison de la Danse de Lyon. Avec le soutien de la SACD, le soutien de la Procirep, du Centre national de la cinématographie, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Culture et de la Communication, direction de la musique et de la danse. Description Séverine Skierski pour la compagnie Acajou dans le cadre de la commande Numéridance CNC. Relecture de Rima Drif et de Madeleine Wahank. Prise de son, synchronisation et mixage, Vincent Dupuis pour le studio Cinésim Vidéosim. À tous
tous les danseurs présents dans ce film, à toutes les compagnies qui auraient pu figurer dans ce film.